Est-ce que Zelensky a le couteau sous la gorge face à Donald Trump ? Vous l'avez vu, le président ukrainien a subi une forme d'humiliation il y a quelques jours dans le bureau ovale, et après cette rencontre, Donald Trump il a annoncé le gel de toute livraison de munitions et d'armes à l'Ukraine. Et malgré tout ça, le président américain s'est vanté de ses avancées humanitaires devant les élus du Congrès dans la nuit du 4 au 5 mars. Il a notamment annoncé que Volodymyr Zelensky lui aurait envoyé une lettre dans laquelle il se dirait prêt à s'asseoir à la table des négociations dès que possible avec la Russie. Mais en fait, si on creuse un petit peu cette quête pour la paix, ça ressemble plus à un chantage avec les minerais ukrainiens comme monnaie d'échange. Si vous voulez comprendre cette grande trahison de Donald Trump et ses implications à la fois pour l'Ukraine et pour le monde, et ben aujourd'hui on vous propose de discuter avec Véronica Dorman. Salut Véronica. Bonjour. Véronica, tu es grand reporter à Libération, tu as été correspondante à Moscou. J'ai lu que Zelensky se disait prêt à négocier sous le leadership de Trump. Est-ce qu'aujourd'hui, le président ukrainien, il est obligé de se plier aux exigences américaines ? Alors, c'est une question très intéressante. Ça dépend, en fait, de quel point de vue on regarde. Il n'est pas en position de complètement tenir tête à Donald Trump parce que il se trouve que même malgré les efforts de Donald Trump de déstabiliser, y compris son pays, par le tourbillon de lois et de décrets qu'il a pris depuis qu'il est entré à la Maison Blanche, l'Amérique reste le pays le plus puissant du monde. L'Amérique reste le principal partenaire militaire de l'Ukraine. L'Amérique reste le principal interlocuteur de Moscou, de Vladimir Poutine. Donc, en fait, c'est une question de bon sens. Volodymyr Zelensky n'avait jamais prévu de se brouiller avec Washington. Ce qui s'est passé dans le bureau ovale, donc, est effectivement une humiliation et une sorte de guet-apens. Alors, il y a eu beaucoup de discussions. Est-ce que c'était orchestré? Est-ce qu'ils avaient prévu de l'humilier comme ça? Ou est-ce que c'est monté et c'est parti en sucette parce que Volodymyr Zelensky, justement, n'a pas plié aussi rapidement ou de manière aussi télévisuelle que l'aurait espéré un Donald Trump pour qui le show est très important. Donc il y a eu cette séquence terrible dans le bureau ovale, mais Volodymyr Zelensky était venu il était prêt à signer ce jour-là un accord sur ces minerais. Il a été chassé du bureau ovale et ce qu'il redit depuis, c'est en fait, il n'a pas dit autre chose que ce avec quoi j'étais venu vendredi, je suis toujours prêt à le faire. Cet accord auquel ils étaient parvenus, qui n'était certainement pas totalement finalisé, mais en tout cas, ils avaient trouvé un terrain d'entente vendredi à l'entrée du bureau ovale. Cet accord-là existe toujours. Et si on regarde même les déclarations de Zelensky hier soir, c'était pour montrer sa bonne volonté à lui, sa bonne foi, que lui, c'est pas lui qui a voulu le conflit, c'est pas lui qui est monté dans les tours, ce n'est pas lui qui a créé l'embrouille de vendredi. Il ne s'est pas excusé, donc il ne s'est pas couché, il ne s'est pas remis dans une situation de... il a pas ployé les chines en fait devant Trump, il a plutôt dit voilà, moi je suis là où j'étais, il est droit dans ses bottes. Et donc ce qu'il avait proposé, ce qu'il était prêt à proposer aux États-Unis vendredi, tient encore mardi. Alors ensuite, le packaging de la Maison Blanche, c'est nous avons tenu des conversations secrètes avec Zelensky qui est prêt à... Non, enfin, c'est pour l'instant, de toute façon, on n'a pas encore... l'accord n'est pas revenu sur la table, mais Zelensky n'a pas changé de position entre vendredi et mardi. C'est ça qu'il faut retenir. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération, on propose des entretiens comme ça chaque semaine. Sachez aussi que c'est un entretien qui est mené en direct sur Twitch, donc rejoignez-nous si ça vous intéresse. Et d'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. Tu parles d'un accord, est-ce qu'on sait un petit peu concrètement ce qu'est cet accord, ce que proposaient les États-Unis à Volodymyr Zelensky ? Il était question de créer un fonds d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine qui aurait été financé par les revenus tirés de ces ressources ukrainiennes, à moitié par les Américains, moitié par les Ukrainiens. Donc, les Ukrainiens devaient y verser aussi 50% de leurs revenus, et donc c'était toutes leurs ressources naturelles, minerais, charbon et ce que Trump appelle les terres rares. Et la grande question est là-dessus. Les Ukrainiens avaient réussi, parce qu'il y a eu un premier deal, si vous vous souvenez, enfin une première tentative de la Maison-Blanche de tordre le bras à Zelensky en lui demandant en fait l'accès total à tout sans contrepartie, et donc Zelensky avait une première fois, les équipes de Zelensky en tout cas avaient une première fois refusé. Ils sont arrivés à un accord récemment qui
aux yeux des Ukrainiens, n'était pas aussi déshonorant, et ils avaient réussi à en tenir, écarter les ressources de gaz très importantes pour l'Ukraine. Et voilà. Et donc, en revanche, ce qui n'était toujours pas gagné vendredi, avant la dispute dans le bureau ovale, c'est les garanties américaines en échange. Parce que ça, c'est toujours le problème, c'est qu'il y avait eu Trump ne s'était toujours pas exprimé sur ce qu'il était prêt réellement à garantir à l'Ukraine en échange. Et autre grosse question sur ces accords, c'est que ce que Trump appelle les terres rares et ce que Zelensky lui dit auquel il pourra accéder, c'est des choses qui se trouvent, des ressources qui se trouvent dans le sous-sol ukrainien qui ne sont pas exploitées, qui sont certainement exploitables mais qui ne sont pas encore exploitées. Une partie de ces matériaux ou terres ou ressources se trouvent en territoire occupé russe, occupé par la Russie, et ceux qui se trouvent en territoire ukrainien, et donc les ressources sur lesquelles Zelensky a vraiment a le pouvoir, ne sont de toute façon pas encore exploitées. Pour commencer à les exploiter, il faudrait faire de la prospection, il faudrait creuser, il faudrait construire. On parle en années, on parle même pas en semaines, on parle en années. Donc tout ça, c'est une histoire au très long cours qui est importante pour Trump dans sa volonté à lui de conquérir des richesses, une mainmise sur des territoires aussi. Alors, il veut pas annexer l'Ukraine, il est pas dans un discours poutinien, c'est pas pour annexer des territoires, mais c'est pour faire main basse sur des richesses. Dans sa course aussi contre la Chine, qui est le premier détenteur de tous ces matériaux. Donc, on sait très bien que la plus grosse compète dans la tête de Trump, c'est quand même Pékin. Voilà, donc c'est pour ça que pour lui tout ça c'est très important. Et c'est un truc qu'il a trouvé aussi pour dire voilà, c'est des milliards, on va se faire rembourser pour tout ce qu'on a déjà investi. Et en fait, ce dossier-là lui sert vraiment aussi à faire son show et à construire son discours à l'intention de son électorat. Est-ce que ça montre que la seule motivation pour la paix que Trump a repose uniquement sur des intérêts économiques et commerciaux ? Alors, beaucoup des motivations, ça on l'a un peu vu, on a beaucoup dit que Trump est un homme d'affaires, alors bon ou mauvais, véreux ou pas, mais en tout cas, il voit la vie comme un grand salon de business. Donc, il veut faire des affaires. Donc, et puis il l'a annoncé. C'est America First, c'est Make America Great Again, c'est les intérêts de l'Amérique et les intérêts commerciaux et financiers de l'Amérique. Donc, tout ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé à la Maison Blanche est très clairement orienté sur cette idée qu'il a, ou l'idée qu'il a de la manière de renflouer peut-être les caisses américaines, ou en tout cas de garder les richesses américaines en Amérique. Et pour ce qui est de l'Ukraine, en fait, il n'en a pas grand-chose à faire concrètement. De l'Ukraine, de la paix, de l'Europe, tout ça, c'est effectivement pas un sujet réel pour lui. Et donc, s'il peut en tirer des profits de ce dossier-là, il en tirera des profits. S'il peut faire la paix, en tout cas, ce qu'il appelle la paix, une paix en Ukraine, donc faire cesser cette guerre, et jouer ainsi le jeu de Moscou aussi. Donc, s'attirer les bonnes grâces, ou en tout cas améliorer ses relations avec Vladimir Poutine, qui est la seule personne et le seul dirigeant qui, de ce côté de l'Atlantique, l'intéresse, parce que ni les Européens ni les Ukrainiens ne l'intéressent. Il parle lui aussi avec Vladimir Poutine par-dessus l'Europe. Donc effectivement, voilà, pour lui, c'est un deal. Alors, bien sûr, il ramassera les points et le crédit d'avoir réussi à mettre fin à une guerre à laquelle le vieux Joe n'a pas réussi à mettre fin tout en dilapidant l'argent de l'Amérique. Ça, c'est la vision de Trump et qu'il présente à ses électeurs. Mais c'est pas son objectif premier. C'est pas la paix, ou c'est pas la démocratie, ou c'est pas la justice. En fait, c'est pas rendre justice au peuple ukrainien qui s'est fait attaquer par la Russie. C'est pas lui, il est là, il est vraiment. C'est du business. Tout à l'heure, Véronica, tu parlais de ce que les États-Unis pouvaient apporter à l'Ukraine. Il y a eu récemment la décision de Trump de geler l'aide américaine auprès de l'Ukraine. Toi, quand tu as découvert cette information, tu t'y attendais ? Alors, est-ce que je m'y attendais ? On s'y attendait un peu parce qu'il avait déjà brandi la menace. Ça faisait partie des choses qu'il avait dites. Et on sentait bien qu'il était rentré dans une logique de chantage. Quand il disait, il l'a répété à plusieurs reprises que il va falloir partir si vous n'arrivez pas à faire avec nous. Voilà. Donc, et de toute façon, à partir du moment où il y a eu cette altercation
ou je sais même pas comment on peut qualifier ce qui s'est passé dans le bureau ovale, mais cette espèce d'exécution publique humiliante de Volodymyr Zelensky par le leadership américain. On pouvait s'attendre à peu près à tout. Enfin, plus rien ne devenait surprenant parce que c'était déjà là, on était dans un summum quand même de délire. Et parmi les leviers que Trump a effectivement immédiatement, c'est la livraison des armes. Il se trouve, en attendant, que le dernier paquet qui avait été promis par Joe Biden, ce que Trump a suspendu, a été déjà livré à 90%. Donc il est peut-être, certaines parties sont peut-être encore coincées en transit, mais il a déjà été principalement livré. Et qu'il s'agit des futurs stocks plutôt que de ce qui a déjà été promis. Et donc, pour l'instant, ce que disent les Ukrainiens et ce que semblent confirmer les experts, c'est que l'Ukraine peut tenir jusqu'au printemps avec ce qui a déjà été livré. Et ensuite, de toute façon, elle a besoin de commencer à remplacer l'aide américaine. Et il faut juste préciser que l'aide américaine est énorme, effectivement, mais qu'elle est inférieure à l'aide européenne dans son ensemble. Ça veut dire que les États-Unis sont à 48% d'aide totale et l'Union européenne et le reste du monde sont pour le reste de l'aide. Et que, effectivement, l'aide américaine vaut pour moitié. L'aide militaire américaine vaut pour moitié de tout ce que l'Ukraine reçoit. Et l'Ukraine reçoit effectivement énormément d'armes et d'obus et de matériel. Il y a aussi beaucoup de projets conjoints de développement sur le terrain en Ukraine, de drones, de matériel qui est très importante. Mais ce qui serait encore plus dramatique et ce qui n'a pas encore été fait, et je ne sais pas si c'est une question à laquelle tu voulais qu'on vienne un peu plus tard, mais c'est que les Ukrainiens ont davantage même besoin aujourd'hui de la part des Américains de Starlink et du renseignement américain qui leur permet d'avoir une vision, de surveiller l'ennemi. Et ça, c'est vraiment ce qui est crucial. Starlink, juste pour préciser, corrige-moi si je me trompe, mais c'est le réseau de satellites proposé par Elon Musk qui permet, je crois, aux Ukrainiens de rester connectés à Internet. Parce que les Russes ont détruit leurs infrastructures et donc toute l'armée ukrainienne repose, enfin les communications pour l'armée ukrainienne et sur le front reposent sur Starlink. Et ensuite, leur visibilité en territoire russe et leur visibilité des lignes ennemies tient aussi sur le renseignement américain. Et donc ça, c'est vraiment les deux points qui sont essentiels. Et si l'Ukraine est privée de ça, là, la situation deviendra vraiment catastrophique. Ça veut dire que le gel de l'aide militaire, c'est très symbolique, c'est très fort comme déclaration. C'est effectivement un coup de poignard dans le dos parce que c'est ce que Joe Biden n'avait jamais osé faire. Même quand Joe Biden disait l'OTAN, on sait pas trop, ça va pas être possible, mais tenez encore 2 milliards d'aide parce qu'on vous laissera pas tomber. Donc vraiment là, et puis dans toute notre histoire, c'est ce que fait un pays allié avec un autre pays allié qui est en difficulté et qui donc normalement les États-Unis jusqu'à il y a peu étaient les alliés de l'Ukraine dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie et donc fournissaient et soutenaient leurs alliés en armes. Donc c'est comme alors les Ukrainiens ont réagi en disant cet arrêt de l'aide militaire c'était choquant mais pas une surprise. Ouais. Donc voilà, c'est toujours un peu, on attend toujours peut-être que le pire n'arrivera pas. Et donc, je répète que voilà, pour l'instant, le pire est arrivé, c'est un gel. Est-ce qu'une fois que l'accord sera signé, comme ils le prétendent maintenant qu'il sera signé dans les jours à venir, est-ce que l'aide sera de nouveau débloquée ? Est-ce qu'il en rajoutera ? On a vu que Donald Trump est assez imprévisible et donc tout change très vite. Tu parlais de l'importance de l'aide américaine pour l'Ukraine, notamment des armes. Est-ce que là, aujourd'hui, l'Ukraine a besoin de renouveler son stock d'armes pour tenir dans ce conflit ? Et si oui, vers qui il peut se tourner et qui le soutient ? Alors, l'Ukraine a besoin d'un soutien permanent. Ça veut dire que l'Ukraine a appris à commencé à fabriquer elle-même beaucoup de choses. Il y a effectivement des choses qui sont faites sur le terrain et notamment les drones qui sont vraiment la nouvelle arme dans cette guerre et qui sont très 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 nocifs, donc qui permettent en partie de tenir le front. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier et que moi j'insiste pour rappeler à chaque fois, c'est que l'armée russe est une armée très puissante en matériel, en hommes, en investissement, en volonté, enfin en stratégie de la chair à canon. Donc les Russes ne comptent pas leurs soldats qu'ils envoient au front. Et l'Ukraine
plus petite, moins équipée et moins préparée au départ, arrive à tenir un front de 1000 km et vraiment à le tenir depuis 3 ans. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des avancées, des reculades, mais c'est un front qui frétille, le front ne s'est jamais écroulé. Donc, et l'Ukraine a besoin, et ce que les Européens et les Américains ont fait jusque-là, c'est de permettre à l'Ukraine de tenir, justement. Ils ne lui ont jamais donné la possibilité de complètement prendre le dessus, et c'est un des grands reproches que Kiev peut faire à l'Occident. En revanche, les livraisons d'armes ont été suffisantes pour tenir ce front. Il faut que ça continue. Il faut à l'Ukraine au moins autant d'armes que ce qu'elle a reçu jusqu'à présent pour tenir le front, voire plus pour pouvoir renverser la tendance sur le front. C'est-à-dire que si l'aide américaine se retire, il faut pouvoir la remplacer par quelque chose, c'est-à-dire presque la moitié. Alors c'est pas la majorité de l'aide, mais c'est presque la moitié. Et l'Europe, qui a des forces et qui a des capacités de production, ne peut pas se retourner en 2 semaines. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui peut être fait, mais à moyen, long terme. Ce chantage que fait un petit peu Trump par rapport à l'Ukraine, dans quelle mesure est-ce qu'il existe un petit peu pour faire plaisir à Poutine et à la Russie? Alors, je le dirais pas exactement comme ça, mais on a bien vu que de toute façon, depuis que Trump est revenu à la Maison-Blanche, et surtout sur le dossier ukrainien, il est plutôt du côté du Kremlin. Donc, il y a un réalignement très clair qui a culminé même avant le bureau ovale avec le vote à l'ONU où les États-Unis votent avec la Russie pour la première fois contre l'Ukraine, ce qui a aussi été un moment historique parce que c'est vraiment une nouvelle ligne de fracture. Donc pour l'Ukraine et pour l'Europe, les États-Unis ont voté avec l'ennemi parce que l'ennemi dans cette guerre, c'est la Russie. Donc clairement, Trump se range de ce côté-là. Donc, le chantage à Zelensky, c'est plus, alors je dirais d'abord parce qu'il veut ces terres rares et il veut que le deal soit fait selon ses propres conditions. Et par ailleurs, ça fait partie de la manière dont il pense qu'il va régler cette guerre. Et puis, ça fait partie de la manière dont il règle les problèmes. Trump est un type qui arrive avec la force brute, qui considère que c'est la force brute qui gagne. Il met des coups de pression, pas seulement à Zelensky, mais il a mis un coup de pression au Panama, il met un coup de pression avec les taxes douanières au Mexique et au Canada, il va mettre un coup de pression à l'Europe. Il arrive pas en négociateur, il n'arrive pas en diplomate, il arrive en plus fort qui va faire ployer le plus faible. Et alors, ça plaît à Poutine parce que c'est aussi la manière dont Poutine fonctionne. Donc, je ne dirais pas que Trump le fait pour faire plaisir à Poutine. Il se trouve qu'ils se ressemblent là-dessus. Il se trouve que c'est leur manière de faire affaire et c'est leur manière de diriger. Enfin, c'est la vision qu'ils ont des relations internationales et que. Par ailleurs, le résultat, c'est que Moscou se félicite de la tournure qu'ont pris les choses, se félicite de la stratégie, comme ils appellent ça, de Donald Trump envers l'Ukraine. Ils trouvent que c'est formidable. Hier, les mots du Kremlin étaient qu'ils étaient très satisfaits par l'arrêt de la livraison d'armes. Ils disaient que c'était un pas très constructif, un apport très constructif pour se rapprocher de la paix. Donc on marche un peu quand même sur la tête parce que ce qui serait constructif pour se rapprocher de la paix, ce serait par exemple d'arrêter de bombarder les villes ukrainiennes et de tirer sur le front. Voilà, donc tout ça évidemment plaît à Moscou et joue son jeu. À ce propos, moi j'ai lu que le Kremlin voulait forcer l'Ukraine à faire la paix. Bon, c'est un peu une drôle conception d'un accord de paix dans le cadre d'une guerre. De toute façon, pour le Kremlin, on est pareil, on est toujours dans ce rapport de force. Ça veut dire que le Kremlin considère, malgré quand même la réalité, parce que la réalité, c'est que le Kremlin devait prendre Kiev en 3 jours, faire tomber Zelensky, le remplacer par un pantin et soumettre toute l'Ukraine et la démilitariser, la dénazifier. Tout ça, ça devait arriver il y a 3 ans, ça n'est toujours pas arrivé. Mais malgré tout, le Kremlin considère qu'il est en position de force et que la force est de son côté, d'autant plus depuis que Donald Trump s'est rangé aux côtés de Vladimir Poutine. Donc le Kremlin se sent très bien et considère que en fait, cette paix sera faite selon ses conditions. Donc c'est ça que ça veut dire. Et les conditions du Kremlin sont absolument inacceptables, évidemment, pour Zelensky, parce que les conditions du Kremlin, elles n'ont pas changé. Et ça, alors, c'est un autre sujet encore, mais on est en train de dire que Poutine est en train de gagner, mais Trump n'a jamais signé en réalité pour les conditions du Kremlin. Les conditions du Kremlin, c'est
la destruction de la souveraineté ukrainienne. C'est la fin non seulement de Zelensky, mais de l'indépendance ukrainienne. C'est la vassalisation de l'Ukraine. C'est le fait de transformer l'Ukraine en satellite recouvert d'un glacis qui ne deviendra jamais une menace stratégique et géopolitique pour la Russie. Et c'est ça l'ambition de Poutine. C'est pas un peu de territoire qu'on va garder parce qu'on a un peu envie d'agrandir la Russie. Il n'a pas besoin les 18% là de l'Ukraine qui sont occupés par la Russie aujourd'hui. La Russie, c'est le plus grand pays du monde territorialement. C'est pas ça qui va changer. C'est pas vraiment les kilomètres carrés qui l'intéressent. Ce qui l'intéresse, c'est la fin de l'Ukraine en tant qu'État souverain indépendant. Et ça, voilà, ça c'est ces conditions. Et c'est les conditions qui avaient été fixées il y a 3 ans, qui n'ont toujours pas été remplies, mais qui sont cette paix que veut Poutine. C'est pas une paix, c'est ça qu'il veut. C'est la capitulation de l'Ukraine. Est-ce qu'on peut, avant de terminer cette discussion, se poser sur l'état du conflit concrètement aujourd'hui ? Le front, maintenant, il ressemble à quoi ? Le front, il est toujours très très tendu. La situation est très compliquée et les Ukrainiens le disent eux-mêmes. Donc on est toujours dans une situation incandescente. Donc quand je dis qu'il frétille, c'est pour dire que vraiment les avancées des Russes ne sont pas impressionnantes. Elles sont peut-être permanentes, mais de mètre en mètre, de kilomètre en kilomètre. Je crois qu'hier ou avant-hier, le centre Institute of War qui surveille vraiment, qui fait une veille du front, disait que l'avancée russe, en fait, s'était même arrêtée à un moment donné. Alors, ça veut dire qu'elle a pu s'arrêter pour 24 heures ou pour 48 heures, mais c'est quand même significatif. Donc, le front est totalement tendu, mais il ne s'écroule pas. Les Ukrainiens tiennent le front. Le problème avec cette suspension de l'aide militaire et ce qu'on a écrit dans Libération, c'est qu'on craint que les Russes en profitent pour épuiser les réserves ukrainiennes, donc en bombardant Kiev de manière très, très violente pour épuiser la protection antiaérienne. Donc, pour l'instant, en l'état actuel, le front tient. Il tient comme il tient depuis des mois. Il y a eu un coup un peu peut-être d'enthousiasme quand même, parce que les Ukrainiens qui sont très très fatigués, qui sont épuisés par 3 ans de guerre, qui sont épuisés par le fait que rien ne semble bouger, qui n'en voient plus le bout et veulent la paix mais comprennent pas comment est-ce qu'elle peut arriver dans les conditions actuelles, ont été reboostés par la séquence dans le bureau ovale parce qu'ils ont vu que leur président a tenu bon, n'a pas plié, ne s'est pas humilié, ne s'est pas roulé au pied du tyran ou du terrible Trump. Et pour eux, c'est très important parce que voilà, dans une guerre, on a aussi besoin d'un leader, on a aussi besoin d'un visage, on a aussi besoin de savoir que on a besoin d'être porté. Et puis c'est vrai, enfin, le facteur humain est très important. Et donc ça a redonné un peu d'énergie, mais ça ne suffira pas. Et puis, en réalité, rien n'a vraiment changé. Alors nous, on est dans une espèce de surenchère et d'hystérie un peu de l'actu et des déclarations des uns et des autres. Mais le front est le même. Et la situation est la même. Et les Russes continuent de taper les villes ukrainiennes. Il y a des civils qui continuent de mourir. Il y a des soldats qui continuent d'être blessés. Et tout ce qu'on a écrit, et si vous reprenez les reportages qu'on a publiés dans Libération ces derniers mois, et à Pokrovsk, et dans le Donbass plus généralement, voilà, ça c'est la situation sur le front. Et c'est toujours d'actualité. Et c'est toujours d'actualité. Je voudrais prendre une dernière question avant de te libérer. Asrar nous demande dans le chat comment Poutine justifie auprès des Russes l'échec de son attaque face à la résistance ukrainienne. C'est pas un échec parce que alors il y a eu ces déclarations, on va prendre Kiev en 3 jours, c'est une opération spéciale, et puis en fait comme c'est la propagande qui décide du narratif, et donc ce narratif est fabriqué, il n'a aucun lien avec la réalité. Pour les Russes, on leur présente tout ça comme une opération spéciale qui a muté, qui avait des objectifs, mais en fait, on dit aux Russes que tout va bien. On dit aux Russes que ça tout suit exactement le plan prévu et que tout est sous contrôle et que c'est exactement ça que le Kremlin comptait faire. Et puis on s'adapte avec le terrain. Et puis de toute façon, évidemment que c'est plus compliqué que prévu parce que c'est pas Kiev qu'on combat, c'est tout l'Occident qui est derrière l'Ukraine et que vraiment tout l'Occident, c'est beaucoup plus difficile à vaincre en 3 jours que simplement l'Ukraine. Donc en fait, la propagande, voilà,
entretient les Russes dans l'idée que ce n'est pas une opération ratée. Ce qui a plein d'effets en Russie, par exemple, des gens qui acceptent d'aller combattre en pensant que ce n'est pas une guerre dans laquelle ils vont mourir. C'est-à-dire qu'il y a des tas de Russes qui pensent que la Russie est victorieuse sur le terrain, que la Russie est effectivement en train de gagner, on ne sait pas exactement quoi, mais c'est pas grave. Et donc, évidemment, monnayant des très gros salaires parce que il y a 2 manières de mobiliser en Russie pour renflouer le front. C'est vrai, ils ont sorti les prisonniers de prison, comme on l'a vu l'année dernière. Beaucoup de droits communs se sont retrouvés sur le front parce qu'on leur a promis de les libérer ou de les pardonner après avoir combattu. Et par ailleurs, les salaires sont mirobolants. Ça veut dire qu'on promet aux hommes russes des salaires qui... 10 fois supérieurs à ce qu'ils toucheraient ou 20 fois supérieurs à ce qu'ils toucheraient chez eux. Donc voilà, ces hommes partent au front en se disant... Il y a pas, je vais y passer 6 mois et je vais revenir et j'aurai gagné de l'argent. Et de toute façon, c'est une guerre, on est vainqueur dans cette guerre. Ce n'est qu'une fois arrivé sur le front qu'ils se rendent compte du désastre parce que l'armée russe prend très, très cher. Et ça, la propagande, elle le dit pas. Et les vétérans qui rentrent, les soldats qui arrivent à rentrer du front, il y en a très peu parce qu'on essaie de pas les laisser rentrer et qui commencent à raconter que tout ne va pas si bien, n'ont pas le droit vraiment de le raconter. Et donc, ça ne rentre pas dans le discours officiel. Et après, la dernière chose, c'est qu'il n'a pas besoin de justifier au sud des Russes ce qu'il est en train de faire. Et c'est un peu le problème d'un régime autoritaire, c'est que les Russes n'ont pas trop leur mot à dire. Et qu'ils soient pour ou contre cette guerre, qu'ils y voient clair ou pas, qu'ils soient conscients ou pas de la réalité du terrain, ça ne changera pas grand-chose parce que c'est pas les Russes qui décident, c'est Poutine.